Madame, monsieur, bonjour, c'est un plaisir de vous accueillir évidemment chaque jour sur France 3, Centre Val de Loire pour 9h50 le matin. Nous sommes le mardi 21 novembre et vous allez voir, on vous a réservé comme chaque jour évidemment une très belle émission en compagnie comme chaque mardi d'Émilie et notre invitée du jour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ça va Émilie? Oui, très bien, merci. Oui, alors qu'allez-vous faire avec cette belle bulle C'est de rose. verre? Oui, c'est rose. C'est rose à l'intérieur, ça a l'air d'être de la déco. déco. C'est pour moi? Bah, si vous voulez. Oui. Quand vous saurez ce que c'est, peut-être, c'est utile et en même temps une petite idée cadeau de Noël qui peut être sympa et pas trop cher. Voilà, vous avez un peu d'avance, mais les fêtes approchent et il va falloir y penser évidemment. Et pourquoi pas, durant les fêtes de fin d'année, avoir un barman chez vous, ou plutôt un flair bartender et mixologiste. Kevin, c'est comme cela qu'on vous appelle. C'est pour ça que vous avez apporté tout ce décor. On aura l'occasion de découvrir votre métier, qui est un métier bien particulier. Avec, on le voit là, quelques figures que vous allez aussi réaliser sur ce plateau dans quelques instants. Et puis, on recevra également deux producteurs qui participent à la 25e édition du Salon de la Gastronomie qui commence le 24 jusqu'au 27 novembre au Parc des Expositions d'Orléans. Ils seront donc avec nous dans quelques instants. Mathieu Maison, producteur de chips de Beauce, et Philippe, producteur de poires tapées de Rivarennes dans l'Indre et Loire. Mais avant tout cela, nous allons rejoindre, comme chaque jour, Héloïse qui est en et Loire dans un petit village et qui, elle aussi, se prépare pour les fêtes de fin d'année. Où êtes-vous, Héloïse, ce matin ? Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Eh bien, je suis au milieu des sapins. Jérémy, j'espère que vous avez d'ores et déjà acheté le vôtre ou commencé à le décorer. Bah oui, parce que Noël, c'est tout bientôt, c'est dans à peu près un mois. Alors moi, j'adore avancer justement un petit peu dans les dates pour pouvoir me rapprocher de Noël et des cadeaux. En tout cas, ici, on est à la ferme de la Choltière et c'est assez surprenant. Mais en Eure-et-Loire, il y en a plusieurs des producteurs de sapins de Noël avec plusieurs variétés. Ici, on en produit 3 différentes. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se cultive, comment ça se produit ces sapins et surtout comment on le fait ici parce que ce sont Véronique et Sébastien qui ont décidé de démarrer cette production. Plutôt le papa de Sébastien, mais eux ont poursuivi et vous allez voir que c'est une production qui demande énormément de patience et surtout ici on essaye de le faire en faisant très très attention à l'environnement, à ne pas justement polluer tout ce qu'il y a autour. Vous allez voir, ils ont une petite solution assez sympa, un peu surprenante. Je vous en dis pas plus, vous revenez dans un instant et je vais vous raconter tout ça. Alors quand vous dites ici, Héloïse, c'est où précisément? Parce que vous ne nous avez toujours pas dit où vous êtes. Si, j'ai donné un indice, j'ai dit Eure-et-Loire. On est entre le Perche et la Beauce. Alors on est où? Dans le village de Ouroué. Bien joué. En fait, je voulais pas le dire, je voulais que vous ayez vous à le prononcer, c'est pour ça. Eh bien voilà, j'espère que je l'ai bien prononcé et que je n'ai évidemment pas écorché le nom de ce village. Merci Héloïse, soit dit en passant, votre tenue de Catwoman vous va très bien au milieu des sapins qui entourent ce site. On va se retrouver dans quelques instants à Catwoman qui peut aussi être un cadeau pour les fêtes de fin d'année, Émilie. Le costume? Pas le contraire, oui, le costume. Là, c'est comme vous voulez, je ne sais pas, je ne connais pas. Bon, avant ça, un peu plus de romantisme Oui. Et de tendresse avec des Avec cadeaux l'approche plutôt de étonnants. Noël, oui, parce que comme disait Héloïse, on prépare la déco, mais aussi les cadeaux. Si on est un petit peu prévoyant, je ne sais pas, vous êtes du genre à vous y prendre au 24, à faire la Écoutez, fermeture moi, en des fait, magasins. j'ai invité ce matin dans cette émission un flair bartender pour qu'il soit avec moi à Noël, vous voyez. Donc vous êtes prévoyant. Alors si vous êtes de tous ceux qui sont prévoyants, je voudrais vous proposer quelques idées de cadeaux pas trop chers. Celui-ci, par exemple, ce premier cadeau, alors vous allez dire le smartphone. Non, c'est le patch qui est sur le smartphone. C'est un patch. C'est quoi? C'est pour se désintoxiquer en fait des smartphones, c'est ça? Non, mais c'est un pour patch arrêter d'être pendu. anti-ondes électromagnétiques. C'est plutôt intéressant. On sait Oui, que le smartphone, voilà, pas très très bon pour notre organisme. Et ce patch va nous permettre d'absorber 99% des ondes que d'habitude notre corps Mais donc prend. le téléphone ne fonctionne plus alors. Non. Il nous protège de tout ça. On colle le patch sur le smartphone. Ça peut être une idée des cadeaux. C'est 40 € le patch. Et voilà, on cumule l'utile à l'agréable pour des proches. Et puis on leur offre. Et beaucoup plus efficace que les patchs que l'on utilise pour Là, arrêter on le de voit, fumer. on voit comment l'installer. Il y a tout un petit processus pour l'installer correctement. Et puis ça nous protège des ondes électromagnétiques. Voilà, c'est plutôt utile super, en fait, pour tous ça. les proches. Bah oui, ça peut être une idée Faites cadeau de attention à Noël. votre santé, à votre téléphone, Kevin.
Non, je fais Non. pas particulièrement attention. Mais non. vous achèteriez, vous seriez prêt Oui, à oui, c'est acheter ce quelque genre de chose choses? d'intéressant, Oui. Voilà, je me suis dit, ça peut protéger nos proches, donc pourquoi pas comme idée cadeau. Et puis une autre idée cadeau qui peut être sympa, pas trop cher, ce sont ces roses dont vous parliez tout à l'heure. Alors Oui. ça a l'air d'être de la déco, ça peut décorer une salle de bain, voilà, mais vous pouvez aussi l'emmener dans votre sac à main. Vous allez dire, pour décorer le sac à main? Non, pas tout à fait. Parce que ces petites roses-là, ce sont des savons. Et j'ai bien dit des savons, parce que dans une seule rose, vous avez plusieurs savons. Vous Ah, détachez c'est-à-dire que chaque pétale... chaque pétale comme ceci. Une fois qu'il Est est un trempé dans savon. l'eau, vous le mettez sous vos mains et à l'humidité, vous allez voir, vous allez... Alors, Voilà, bougez ça en va fait se la boule, transformer. Émilie, parce qu'on ne voit pas bien en fait ce que Alors vous ça va faites se dans l'eau. transformer, c'est-à-dire que comme je viens de mouiller mes mains, Oui. voilà, j'ai le pouce abîmé, vous voyez comme je suis. Et voilà, je suis en train de savonner mes mains juste avec un seul pétale. Alors si vous mettez la rose dans votre sac à main, vous avez toujours du savon sur vous. Vous voyez? Et ça sent bon. Ça mousse, c'est Kevin, agréable. qu'est-ce que Oui, vous ça en sent pensez? bon. Vous êtes plus proche d'Émilie C'est que bien moi. parce que souvent, en plus, dans certains établissements, le savon. Voilà. Il y en a Vous souvent, trouvez on en a n'importe pas, où, oui, il n'y en a oui, pas. ouais. Donc ça peut être utile dans un sac à main, dans la salle de bain, que sais-je. Non, c'est vraiment pas mal. Et alors, le lot de 16 à 18 roses comme ça, c'est moins de 10 €. Donc ça peut faire une idée cadeau rigolote et puis utile. Offrir ça à sa compagne pour qu'elle ne se sente pas démunie dans les toilettes lorsqu'il n'y a plus de savon. Ouais, pourquoi pas. Effectivement. Et puis pour aller chercher des idées de cadeaux de Noël, quoi de mieux que de faire une sortie du côté des marchés de Noël? Vous allez dire, il est un peu tôt. Eh bien non, les marchés de Noël commencent à ouvrir là, ce week-end, cette semaine, un petit peu partout. Je vous en ai trouvé 3 assez originaux, entre autres à Ballan-Miré. Le marché de Noël va s'ouvrir ce week-end. Alors Ballan-Miré, C'est en Indre-et-Loire. en Indre-et-Loire, les années passées, j'ai vu des images assez étonnantes. Le Père Noël arrivait du haut d'une nacelle avec feu d'artifice. Il y a du feu, des cracheurs de feu et tout dans la rue. Il y avait un petit peu plein de choses comme ça. Cette année, il y aura forcément d'autres surprises. C'est Le un Père marché Noël, de ce sera Noël. un flair bartender. en Oui, fait. peut-être. Ce sera un marché de Noël très, très animé. Ballan-Miré, c'est ce week-end. Et voilà, ça sera sympa au niveau aussi des animations pour les enfants. Donc ça n'est pas un marché Et de Noël puis pour tout le monde. classique. C'est Non, comme c'est ça qu'il très faut animé. le Voilà. voir, en fait. Par les années passées, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de faire des choses assez étonnantes. Vous n'en Donc, dites ce pas sont- plus parce que vous voulez nous mettre Oui, l'eau et à la puis que bouche ça pour, va être la surprise. y Et puis, aller, en il y aura fait, des c'est ça. animations la journée pour les enfants, des surprises, c'est drôle, c'est animé. Et puis la nuit, voilà, c'est un peu féerique, c'est tout en magie. Un autre marché de Noël assez étonnant cette année, ça va se passer au château de Cheverny. Et là, ça va être autour du bio et du bien-être. Alors, une idée cadeau autour du bio et du bien-être, c'est plutôt très, très tendance. Si vous pouvez faire plaisir à vos proches et leur offrir, je ne sais pas, Sans les intoxiquer. un massage, des aliments bio, des produits cosmétiques bio, pourquoi pas. Voilà, il va y avoir 70 exposants en tout qui seront situés dans la salle de l'Orangerie. En plus, un cadre absolument magnifique et l'entrée est gratuite. Ce sera au château de Cheverny ce week-end pour faire Voilà, le plein celui de que l'on cadeaux. appelle aussi le château de Moulinsart. Hein. Ouais, Et magnifique. ce que l'on voit à l'arrière, Magnifique. justement, c'est l'une des dépendances qui est vraiment Oui. à l'arrière de ce château de Cheverny. Hein. Voilà, l'entrée sera gratuite et vraiment là pour faire le plein cadeau bio-bien-être, ça sera sympa. Et puis troisième marché de Noël là, qui va avoir lieu ce week-end, c'est le marché de Noël du Val d'Avron à Bourges. Alors là, pareil, vous allez avoir des exposants autour de l'artisanat, beaucoup d'exposants qui vont vous présenter aussi leur métier, puisqu'ils vont travailler devant vous, histoire aussi de faire connaître aux enfants les nouveaux métiers de l'artisanat, etc. 1200 mètres carrés de chapiteaux, 80 exposants, ça va être assez énorme. Ça sera place Pierre Mendès France à Bourges. Et puis il y aura forcément le Père Noël qui sera accompagné cette année d'un ami, un ours blanc. Ah, avec les roses blanches, c'est parfait. Merci, Émilie. Kevin, vous participez à des marchés de Noël aussi pour présenter votre profession? Non, j'y vais en famille. Oui. Mais non, on ne fait pas beaucoup de marchés de Noël. On fait plus d'événements professionnels, des salons professionnels qui nous font plus connaître et puis beaucoup de prestations privées aussi. D'accord. Est-ce que vous avez déjà choisi aussi votre sapin de Noël, vous? Non, pas Non. encore. Eh bien, justement, vous allez voir qu'Héloïse a ce qu'il faut dans la hotte de cette mère Noël. On va l'évoquer comme ça aujourd'hui. Hein. Héloïse, vous êtes au milieu de cette pinède qui est remarquable. J'imagine que ça doit sentir très bon autour de vous. Hein. Je pense que c'est pas là qu'on sent le plus justement cette odeur de sapin. Vous verrez, je vous emmènerai dans un autre endroit tout à l'heure où là, on en aura plein les bronches. Mon collègue appelle ça pinède. Est-ce qu'on appelle ça pinède ici? Non, pas Non, vraiment. c'est forêt de pin, plantation. pinède. Plantation de sapins ou sapinière éventuellement. Quoi. Voilà, bon, je vous présente Sébastien. C'est lui qui a eu l'idée folle, enfin plutôt votre papa, qui a eu l'idée folle de commencer à produire des sapins ici en Eure-et-Loire, entre le Perche et la Beauce. C'est un peu dingue quand même au départ, non? Il y a une quarantaine d'années. Ouais. Disons que lui, il devait aimer les sapins, peut-être pas autant que moi, mais il devait aimer les sapins. Et puis voilà, j'ai continué. Enfin, on a continué avec mon épouse.
Alors, au départ, vous êtes céréalier, en fait, ici. Qu'est-ce qui vous pousse finalement à vous lancer là-dedans, on va dire, en tout cas, à devenir un vrai espace de production de sapins, une vraie sapinière? Alors en fait, je suis parti aux États-Unis pour faire mon stage d'installation qui devait se dérouler à plus de 50 km de l'exploitation. Donc, contrat rempli. Donc voilà, contrat rempli. Donc ça, c'était dans les années 93, qu'est-ce que je raconte? D'accord. 93, 94. Vous êtes allé chez un producteur de sapins. Et je suis allé chez un producteur de sapins, producteur négociant, donc dans le Minnesota. J'ai vu un petit peu comment on produisait les sapins, comment on fabriquait des guirlandes, des couronnes. Et puis en revenant, je me suis dit, waouh, j'ai bien envie de continuer ça. Bon, les anglo-saxons, ils nous dépassent largement dans ce domaine-là, et c'est les plus forts. Oui, bah, disons que les Américains, c'est toujours, ils font toujours des choses extraordinaires, énormes. Mais il y a aussi des petites productions de sapins, comme chez nous. Alors, petite production, qu'est-ce qu'on produit ici? Venez, on va se balader un petit peu parce que finalement, il y a de quoi faire là. Hein. On a un bel espace, non? On a combien ici Là, jusqu'au bout, il y a 600 mètres. Ouais. Et donc la parcelle fait 6 hectares. D'accord. Bon, elle n'est pas encore complètement plantée de sapins. Il y a environ 4 hectares et demi de sapins, je pense. Mais à terme, il y aura 6 hectares et demi de sapins. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a 3 variétés différentes, c'est ça? Celles qui sont les plus appréciées, on va dire, des familles, enfin des gens de manière générale. Norman, évidemment. Voilà, le Norman, évidemment, c'est celui qui est le plus vendu aujourd'hui. On a bien sûr l'épicéa qui reste encore le sapin de notre enfance. Et puis, nous, on produit aussi de l'Omorica, qui est un épicéa de Serbie. C'est un épicéa qui est bleuté, qui est sympa, qui tient pas mal et qui a un port différent des autres. D'accord. Alors là, on a, je dirais, plein de tailles différentes. Les étiquettes, c'est ceux qui vont devoir être coupés pour cette année, c'est ça? Finalement, ça pousse en combien de temps un sapin? Alors, ça, c'est toujours la question qui étonne les gens. Ouais. Les sapins, donc en fait, nous, on achète des plants qui ont 4 ans, qui sont environ de cette taille-là. Donc, à 4 ans, entre la graine et une taille qui est à peu près comme celle-ci, il y a 4 ans déjà. Donc, on les achète, ils ont 4 ans. On les plante au printemps. Chez nous, on les plante au printemps. Et ensuite, pour avoir un sapin d'un mètre 50, il faut compter entre 4 et 5 ans, quoi. Donc, généralement, quand on les coupe, ils ont au minimum 9 ans. Voilà, 8-9 ans, minimum 8 ans. Ouais. D'accord. Et on les coupe, je veux dire, la taille, c'est vous qui décidez, en fait. Là, il est bien, il ira pas plus haut. Alors, en fait, on choisit les sapins qui nous semblent plutôt beaux d'aspect. Et puis, les sapins qui nous semblent pas très beaux, on les garde et on les retaille, on essaie de les améliorer. Et puis, on attend qu'ils poussent un peu plus, quoi. En taillant, on peut le rendre plus touffu, plus robuste, plus joli. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, on peut faire ça. Merveilleux. On en reparle dans un instant. Vous voyez, moi, je découvre totalement cet univers. Évidemment, je fais partie de celles qui adorent décorer les sapins, mais je n'avais aucune idée de comment ça poussait, comment ça se produisait. Mais on a encore plein de choses à vous raconter, plein de surprises, vous allez voir. Merci Héloïse, on se retrouve dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes dans le petit village de Aurouer, en Eure-et-Loire. Mais Aurouer, pardon, en Eure-et-Loire. Mais avant, vous avez, depuis tout à l'heure, les sapins. Nous, on a les palmiers grâce à vous, Kevin. Vous avez apporté votre décor, un décor que vous pouvez aussi avoir chez vous, puisque vous êtes flair, bartender et mixologiste. C'est votre métier. Mais qu'est-ce que c'est, Kevin ? Ça. Alors, le flair bartending, donc tout l'art du cocktail en général, est né aux États-Unis, et donc c'est des termes anglo-saxons. Le flair bartending, c'est le fait de créer une animation pendant la préparation des boissons, donc notamment ce qu'on appelle communément les barman jongleurs. Donc ce qu'on voit là, on fait du show derrière le bar et on dynamise le bar, on dynamise le service en créant une vraie attractivité avec ce show. Mais comment vous avez appris ce métier ? Eh ben, un peu de façon autodidacte. Il y a une dizaine d'années, je suis tombé sur des vidéos de barman qui exerçaient cet art et ça m'a beaucoup plu, donc je me suis beaucoup entraîné. Et puis voilà, le résultat est là. Après, on peut réaliser des shows donc tout seul, mais aussi en tandem avec plusieurs barman, 2-3 barman qui font un show synchronisé. Et voilà, donc c'est un véritable spectacle finalement, tout à fait, ce métier avant tout. Vous êtes un showman, on peut dire ça, ça. Comme ça. Quelles sont finalement les bouteilles là, que vous manipulez ? Ce ne sont pas des bouteilles classiques. Alors derrière le bar, quand on travaille, on fait ce qu'on appelle du working flair. Donc on travaille avec les bouteilles d'alcool et de sirop en même temps qu'on crée les cocktails. C'est-à-dire tout en faisant les figures, vous servez et vous créez une vraie recette. C'est ça, voilà. Et puis, pour ce qui s'agit des bouteilles enflammées, par sécurité, on utilise des bouteilles en résine, dures,
qui ne peuvent pas casser, qui ne peuvent pas... Donc voilà, il n'y a pas de souci. Après, il y a juste des données techniques. Mais voilà, c'est tout le spectacle du côté flair bartending. Alors on voit aussi que la mise en scène a lieu évidemment dans les mouvements en fait, que vous pouvez faire, mais aussi dans le décor. Hein, tout à fait. Sur ces photos avec un rétroéclairage notamment dans le bar et puis donc quelques petites touches exotiques avec ces palmiers. C'est important. C'est ça, on fait du sur-mesure. Vous sentez que les clients accordent une grande attention également en fait, au décor? Bien sûr, le visuel est aussi important. Le barman, le visuel est aussi important que ce que va apporter le barman derrière le bar. Et la mixologie, alors que je ne connaissais pas le terme, alors la mixologie, c'est l'art de la gastronomie. Flair bartender oui, pour le moment. C'est ça. Ouais. La mixologie, c'est l'art de la gastronomie liquide. Pour faire simple, c'est le fait de créer ses propres recettes de cocktails, d'inventer des cocktails ou de pouvoir adapter et revisiter un cocktail, par exemple sur une thématique ou un événement bien particulier. Donc vous mixez justement, c'est le cas de le dire, les ça. deux métiers, flair bartender et mixologiste, deux en un, avec une prestation qui se déroule comment en fait lorsque vous êtes sur place? Quelles sont les exigences des clients? Est-ce qu'ils veulent que vous interveniez à un moment dans la soirée ou vous êtes un peu un fil rouge tout au long de la réception? On a plusieurs types d'événements. Certains événements où le client veut vraiment qu'on fasse une ouverture spectaculaire pour le début de la soirée et puis servir quelques dizaines, centaines de cocktails. Et puis d'autres qui vont nous garder l'intégralité de la soirée. Donc après, chaque prestation s'articule un peu différemment. On fait du sur-mesure et on va vraiment s'adapter aux besoins de nos clients en fonction de chaque prestation. Alors pour 9h50 le matin, qu'est-ce que vous proposez? Une ouverture spectaculaire, une présence tout au long de l'émission? C'est vous qui choisissez. Les deux. Les deux. Alors prenez place avec quelques-unes des bouteilles que vous venez de nous citer il y a quelques instants, des bouteilles en résine. Donc Émilie, vous n'allez pas être blessée par la démonstration de Kevin. Évidemment, si vous êtes à la maison, n'essayez pas de reproduire ça avec vos enfants. Informez-les, il faut être formé évidemment pour qu'on puisse réaliser ce que vous allez nous présenter. Ça demande beaucoup d'heures de travail évidemment, oui. et puis de la sécurité, hein, parce que là, il n'y aura pas de feu sur ce plateau, mais ce que l'on voit là en vidéo, ça nécessite quand même une bonne connaissance et une bonne maîtrise en fait, des ingrédients et des produits que vous utilisez. Hein. Qu'est-ce que vous allez nous présenter là, Kevin? Alors, je vais vous faire une petite démonstration de flair bartending et puis après, je vous ferai goûter quelques cocktails. Hein. Ok, alors c'est parti, en musique évidemment, avec une musique, Émilie, qui va vous rappeler quelques souvenirs. Un film? Oui. Vous vous souvenez? Masque? Oui, The Mask, évidemment, c'est Royal Crown Down avec Hey Pachuco et Kevin, évidemment, que l'on découvre. Bravo Kevin, hein, et bravo Émilie, vous n'avez pas raté la bouteille. Ce qu'on peut dire finalement, c'est que on pourrait très bien vous retrouver sur la piste d'un cirque quand on vous regarde faire ça. Hein, souvent les gens apparentent ça à du jonglage. Voilà, il faut avoir une formation de jongleur. Alors moi, je suis incapable de jongler avec 3 balles. Mais au moins avec 2 bouteilles. Avec les bouteilles, je suis capable, mais avec les balles, je ne sais pas faire, les quilles non plus, donc c'est vraiment quelque chose de spécifique. Oui, mais est-ce qu'il existe des compétitions justement nationales, internationales? Alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé à l'étranger, notamment en Angleterre, où on a vraiment des compétitions très, très poussées. On a des championnats de France, des championnats d'Europe et puis des championnats internationaux qui se déroulent dans différentes villes du monde. Vous y avez participé vous-même à l'occasion? Non, alors jamais? moi je n'ai pas fait de championnat et de concours, c'est une volonté propre. Parce que c'est quelque chose qui c'est énormément d'investissement de temps et on a quand même une société à gérer et des clients qui nous attendent. Donc on a priorisé les demandes de nos clients. Et ça se développe de plus en plus. Alors on se souvient peut-être, je ne sais pas si pour vous Émilie c'est votre cas, mais d'un film des années fin des années 80, 1989, qui s'appelle Cocktail avec Tom Cruise. Fait, ouais. On vous en parle souvent, on utilise cette référence-là. Tout le temps, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment un atout séduction d'être flair bartender et dans les soirées, j'imagine que... Alors ça c'est un petit peu de la curiosité quand le même, côté non? barman, voilà, sexy, attirant, c'est un peu... C'est le cliché qu'on a l'habitude de voir, mais on est là avant tout là pour faire notre travail, faire notre métier. Une bonne partie des barman ne sont pas des coureurs de jupons, comme on peut l'entendre. Et puis voilà, après on est là aussi pour réaliser une prestation professionnelle et pas
pour sympathiser plus avec les clients. Pas pour draguer, on va être plus C'est ça. direct, évidemment. Est-ce que vous proposez des formations pour celles et ceux qui aimeraient en fait faire la même chose que vous? Tout à fait. Alors, on a créé une deuxième entité qui s'appelle l'École française de barman et sur lequel on dispense des formations bar et cocktail, également des formations flair bartending. Donc, on a moi et d'autres formateurs qui peuvent intervenir pour former les équipes d'un bar, d'un restaurant à ce type d'art et de technique. Très bien, alors vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous allez préparer plusieurs cocktails. Je vais venir de temps à autre voir ce que vous êtes en train de préparer. On va rejoindre Héloïse avant cela. Héloïse qui, je le rappelle, ce matin est dans la ferme de la Choltière où l'on découvre avec elle la production de sapins. Alors il y a plusieurs variétés, évidemment, on va les découvrir au fur et à mesure, de sapins pour les fêtes de fin d'année parce que celles et ceux qui nous regardent eh bien, pensent déjà à décorer leur intérieur avec ces sapins. Mais moi, la question que je me pose, Héloïse, c'est est-ce que l'on peut mettre dans son intérieur un sapin en racines et justement ne pas le jeter ensuite et le remettre dans son jardin, par exemple? Je pense que c'est possible, je vais demander aux spécialistes. Est-ce qu'on peut mettre un sapin, donc le conserver avec ses racines, enfin le prélever avec ses racines, et ensuite pouvoir le replanter dans son jardin? C'est possible, ça se fait? Oui, ça se fait. Moi, je le fais pas parce que je suis pas équipé pour déraciner les sapins. Et puis, en plus, ça marche quand même pas toujours parce que si les sapins sont un peu trop grands et que la maison est surchauffée, le sapin, de passer du froid au chaud et du chaud au froid, il apprécie pas trop. Il n'aime pas trop. Ok. On parlait des différentes variétés. Regardez, juste pour qu'on puisse... Oui, il y a des petits orties. Bon. Hop, on les cache, on les voit pas. Ça, c'est un joli Norman et on le voit parce que donc, les aiguilles, elles ne s'en vont pas et elles sont un petit peu arrondies au bout. Vous me dites si je dis des bêtises. Hein. À côté, ça, c'est l'Omorica. Donc, c'est l'épicéa bleuté. Effectivement, on n'a pas tout à fait la même couleur d'aiguille. Et puis, l'épicéa, c'est vraiment le classique de chez Classique. Celui qui sent bon, mais il sent bon une fois qu'il est dans la maison. Parce que là, pour le moment, on n'arrive pas trop à humer l'odeur de ce sapin. Mais bon, celui-ci, vous le coupez pas, tiens? Non, je ne l'ai pas coupé, mais tant mieux parce qu'il m'en manque un peu, donc on va le noter. Dans ces tailles-là, il m'en manque quelques-uns, donc on va repasser pour en renoter quelques-uns. D'accord, donc on plante au printemps? Oui, on peut planter à l'automne ou au printemps. Moi, je plante au printemps. Ok. On numérote, c'est-à-dire on repère un petit peu. Il y a un gros travail de. Alors il y a de la taille, ensuite du repérage. Il y a plus de boulot qu'on croit. Donc on plante. Enfin pour résumer, on plante, on taille, on désherbe, et puis on étiquette nos sapins. Puis après on les coupe. Alors la coupe, c'est important. La coupe, c'est important parce que vous voulez que les sapins, quand ils sont proposés à la vente, soient le plus frais possible, c'est ça? Pour qu'ils aient une longévité un peu plus importante, c'est ça? Complètement. Du coup, nous, on est petits producteurs. On vend environ 2000 sapins par an. Ouais. Donc, on fait vraiment partie des petits producteurs. Et je me suis suréquipé en ce qui concerne du matériel de récolte, parce qu'on a un matériel de récolte qui est essentiellement une emballeuse et puis une machine à rogner le sapin pour pouvoir le mettre dans une bûche. D'accord. Et je à tailler en crayon le tronc, en fait. Ouais, un gros taille-crayon. Ouais. Donc je me suis suréquipé pour essayer de couper les sapins le plus tard possible, parce que c'est vrai que ça compte vraiment pour que le sapin tienne bien jusqu'à Noël, quoi. D'accord. Qu'il reste bien frais. Alors on dit toujours le Norman tient mieux que les autres, c'est vrai ou pas? Les aiguilles tiennent mieux? Les aiguilles tiennent carrément mieux parce que en fait les aiguilles d'un Norman ne tombent pas. C'est-à-dire qu'un sapin comme ça, si vous le coupez maintenant, l'année prochaine, il aura encore ses aiguilles. Mais par contre, il sèche et il peut, dans certains cas, devenir pas très joli parce que s'il est trop près d'un radiateur, il va sécher. On a compris, il faut beaucoup de patience pour que ça pousse. Mais finalement, une fois qu'on l'a coupé, ça devient quoi? Enfin, je veux dire, on garde le tronc en terre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, on replante? Une fois qu'il est coupé, donc il reste la souche au sol. Alors, il y a une bonne partie des producteurs, la plupart des producteurs, en fait, passent avec un outil qui va broyer la souche et qui va tout mélanger dans la terre pour replanter. Moi, mon objectif serait plutôt d'essayer de replanter entre chaque rang pour ne pas bouleverser la structure de la terre. Donc replanter entre chaque rang et puis voilà, on repart pour une autre
un autre cycle. Ouais, une autre décennie. Voilà. Facile. Voilà. Merci beaucoup. Juste un petit truc pour vous donner un petit aperçu de ce qui va suivre. On vous a parlé des méthodes un petit peu soucieuses justement de la protection de l'environnement ici. Vous devez apercevoir un petit peu au loin des petites boules blanches. Je laisse planer le mystère et je vous dis dans un instant de quoi il s'agit. Alors, ce que l'on voit, c'est un animal au premier plan. Tout d'abord, Héloïse, quel est l'animal? Parce que je ne distingue pas clairement. Vous allez voir, c'est un mouton. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait ce mouton Il y à en a l'intérieur? plein et ils sont très beaux. Ah, d'accord. Bon, on a hâte de découvrir Vous allez voir. tout ça. Vous allez voir. Nous sommes impatients et nous sommes aussi impatients maintenant de déguster un cocktail sans alcool, évidemment. Avec, je le rappelle, Kevin, vous êtes flair bartender. Alors, vous allez nous préparer une recette. Qu'est-ce que vous allez faire là? Alors je vais commencer par vous faire goûter un cocktail qu'on appelle le Délice Passion. Oui. Donc avec un peu de citron vert, on a un duo de passion en fait, du jus et de la purée de passion. Et puis de la vanille. Voilà, tout cela accompagné avec des bonnes chips naturelles. Et c'est ce que l'on va voir avec vous. Mathieu, vous êtes producteur de chips Belzia. Vous êtes également justement en Eure-et-Loire, au cœur de la Beauce, que l'on appelle traditionnellement le grenier de la France, où la pomme de terre est cultivée. Aussi les sapins, on l'aura compris ce matin. Et notamment vos propres pommes de terre que vous transformez en chips. Ces chips qui sont présentes dans cette assiette devant Émilie. Pourquoi vous avez fait le choix de travailler un produit transformé ? C'est quelque chose qui me tenait à cœur en fait, depuis longtemps, d'avoir un produit sympa et convivial qu'on puisse partager. Et du coup, j'ai repensé à ce que faisait ma grand-mère lors des déjeuners familiaux, Oui. où elle nous préparait elle-même les chips maison. Et voilà, j'ai voulu faire ça. Je trouvais qu'on ne retrouvait pas le goût de ces chips. Des chips de votre grand-mère. Voilà, des chips de ma grand-mère. Et aujourd'hui, vous avez retrouvé justement ce voilà, goût. et justement, on a cherché des manières de faire, de produire pour retrouver ce goût-là. Et ça fait combien de temps? la recette de votre grand-mère? Vous en êtes inspiré? Vous l'aviez? Voilà, exactement. Vous l'aviez? C'est ça. Bah oui, j'avais la recette de ma grand-mère, donc du coup, on s'en est inspiré pour retrouver ce goût. Et ça fait combien de temps justement maintenant que vous êtes lancé Ça dans fait cette 1 an et aventure? demi. 1 an et demi, donc c'est tout frais, Voilà, c'est tout frais. dans la production de pommes de terre. Quelles sont les variétés justement de pommes de terre qui sont les plus, on va dire, appropriées en fait à la fabrication de chips? Du coup, il nous faut des pommes de terre avec des forts taux de matière sèche. Donc les variétés qu'on utilise aujourd'hui, là, c'est une variété Lady Claire, qui s'appelle Lady Claire. On a fait des tests avec pas mal de variétés et voilà, c'est celle qui convenait le mieux à la production de chips. Et de quand à quand en fait vous produisez tout d'abord en fait les pommes de terre? Alors les pommes de terre elles sont récoltées en septembre et sinon les chips on fabrique toute l'année. Alors c'est pas le même métier quand même. Voilà, c'est deux métiers vraiment différents. Être agriculteur et ensuite transformateur de chips. Comment vous organisez votre quotidien pour que vous arriviez à combiner comme ça les deux? Alors on essaye de faire les deux. Alors je travaille aussi avec mes parents qui s'occupent surtout de la partie exploitation de la ferme et moi qui m'occupe plus du développement et de la transformation. D'accord. Alors, Émilie, vous pouvez déguster évidemment cette chips. Comment vous l'avez imaginé en fait? Parce qu'il y a tout un imaginaire évidemment lorsqu'on mange quelque chose. Quelle sensation vous vouliez procurer finalement à celles et ceux qui dégustent en fait des chips? On voulait vraiment retrouver le goût de la pomme de terre. On trouve qu'en général, on ne sent plus le goût de la pomme de terre. Là, on retrouve vraiment le goût de la pomme de terre. Elle n'est pas grasse. Voilà. Ça, c'est agréable. Oui, ça c'est très important. Pas gras du tout. Elles sont moins grasses C'est- et elles sont un peu plus épaisses. Et moins salées aussi. On les sale Plus moins. goûtu, oui, effectivement. C'est ça votre normal. secret en fait finalement, Mathieu, avoir des chips moins Entre grasses. Et, entre autres, il y en a d'autres que vous ne voulez pas dévoiler Voilà, évidemment. exactement. Mais quelle huile vous utilisez? Donc, c'est de l'huile de tournesol oléique. Donc, c'est la meilleure huile qu'il y a pour la friture, pour la fabrication. Et vous proposez plusieurs variétés de chips parce que celles que vous dégustez à l'instant, Émilie, ce sont des chips naturelles, comme on dit, Exactement. évidemment, On- avec juste du sel. Juste Et au après, sel. vous avez d'autres choses. Donc, on a celle qui est au sel de l'île de Ré, celle qui a été récoltée à la main l'île de Ré, et une autre variété qui est aujourd'hui au piment d'Espelette. Donc, on travaille que avec des éléments 100% naturels. Et nous allons après avoir des nouveautés. On va essayer d'avoir une nouveauté par an. D'accord, avec des produits français, on l'a Voilà, bien c'est ça, avec des produits compris. La chips, elle a quand même la réputation de ne pas être diététique. Émilie disait à l'instant que c'était moins gras, etc. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux en fait, finalement, qui sont un peu réticents à l'idée de manger des chips? Après, c'est quelque chose qui accompagne aussi, voilà, c'est autour de l'apéritif, c'est quelque chose de convivial.
Je pense que c'est pas le moment où on regarde le plus la diététique, mais c'est vraiment... Il faut se faire plaisir, Voilà, c'est ça avant pour tout, se faire plaisir. évidemment. C'est un moment de plaisir. La cuisine, la gastronomie, c'est se faire plaisir aussi, et ce sera le cas durant tout le week-end, parce qu'on le voit là à l'écran, c'est la 25e édition du Salon Gastronomie et Vin au Parc des Expositions d'Orléans. Vous allez y participer, évidemment, puisque ça fait 1 an et demi que vous avez lancé votre activité. C'est aussi incontournable d'aller à la rencontre comme ça du public, en fait, d'être proche d'eux, parce que tout le monde ne peut pas venir dans votre exploitation. C'est ça. Donc le but, c'est vraiment de se faire connaître, de faire goûter nos produits et que les gens puissent venir nous rencontrer, qu'on explique les façons dont nous travaillons. Et voilà. Très bien. Je rappelle que vous êtes dans le petit village de Boisville-la-Saint-Père, dans cette ferme qui s'appelle la ferme de Le Tourville, qui est une ferme aussi historique. C'est ça. Qui date de quelle année ? C'est 16e siècle, mais après on n'a pas C'est une vieille ferme, voilà, on a bien compris. Merci, Merci en tout cas, Mathieu. Alors les pommes de terre, on est depuis une dizaine d'années. On produit sur cette ferme des pommes de terre. Et c'est que depuis 1 an et demi qu'on a choisi de transformer nos produits. Très bien, merci Mathieu d'avoir été avec nous. On va rejoindre très rapidement notre ami Kevin. Alors, où en êtes-vous dans la préparation de ce cocktail ? Vous avez retenu la recette, Émilie, j'espère ? Oui, bien sûr. Oui. Vous avez justement des spécialités bien à vous ? Oui, il y a des créations, notamment une que je vais vous faire goûter après. Et on a l'habitude de revisiter les cocktails classiques existants. Donc on retravaille à notre façon. Et puis on crée de toutes pièces aussi des cocktails. On fait aussi des fois des cocktails sur mesure, par exemple sur un événement ou pour un client qui veut son propre cocktail. Et il n'est pas Sur encore une fini votre thématique. cocktail là ? Non, je suis en train de vous le Bon, préparer. alors terminez-le. On va rejoindre sans plus attendre Héloïse. Je rappelle que ce matin, elle est en direct de Rouet, hein, dans l'Eure-et-Loire, où on prend plaisir évidemment à découvrir la production de sapins. Alors des sapins qui ne sont pas produits n'importe comment, puisque vous le disiez, il y a toute une démarche derrière de développement durable pour préserver l'environnement. Oui, je suis sûre que vous avez compris où j'allais en venir justement. Regardez, ils sont à l'œuvre tous ces moutons. On appelle ça des moutondeuses. Parce que ce sont eux qui désherbent en fait. Mais uniquement eux, vraiment ? Oui, quasi uniquement eux, parce qu'il y a les orties, par exemple, ils n'aiment pas les orties ou les chardons. Donc ça, c'est les 2 plantes que j'aimerais bien qu'ils disparaissent, mais elles sont toujours là. Ouais. Mais sinon, ils s'occupent de tout. Donc c'est nickel. Bon, ils coupent pas les sapins encore, mais ils tournent entre les sapins. Ouais, ils grignotent un peu des fois quand même. Parfois, mais pas trop. C'est une race spécifique, donc vous avez dû vous lancer dans l'élevage, donc finalement faire en sorte qu'ils se reproduisent, etc. Pour pouvoir les avoir comme désherbants. En fait, ici, dites-moi tout, cette race, c'est quoi en fait au départ ? Alors donc la race de ce mouton s'appelle le Shropshire, donc c'est une région d'Angleterre. Et l'idée nous est venue quand on est allé en 2002, ça doit être ça, 2002 au Danemark, où les Danois les utilisaient déjà pour désherber dans les sapins. Donc on a vu ça avec mon épouse, on s'est dit waouh, c'est pas mal, et puis voilà, on en a acheté 5. Et puis après on s'est lancé dans l'élevage, en effet, on n'y connaissait rien au départ, mais on est un peu piqué par le sapin et par le mouton. Donc ça va, ça se passe bien, on s'entend bien. Et donc finalement c'est la seule race de moutons qui ne va pas aller attaquer les résineux, c'est ça ? Oui, c'est la seule race de moutons au monde qui ne touche pas aux résineux, mais aussi aux pommiers, aussi aux mirabelles. Donc ça se développe aussi dans d'autres productions. Alors ça se développe, venez, on va s'avancer, puis on va leur donner un petit peu à manger, on va les voir de plus près, je pense, dans ce cas-là. Allez-y, appelez-les si vous voulez. Ça se développe pas mal finalement dans pas mal d'élevage bio. Et donc ici, on n'est pas bio, mais vous essayez de respecter le plus possible. Vous essayez de respecter vraiment le plus possible, je dirais, l'environnement et les terres qui sont les vôtres. Oui. L'objectif, c'est vraiment de mettre... aujourd'hui, on met 0 pesticide, hein, on met pas d'herbicide, pas de fongicide, pas d'insecticide. Donc je mets un peu d'engrais, donc du coup j'ai pas l'appellation bio, et puis c'est pas forcément pour moi le but, parce que le but c'est déjà d'être fier de ce que je fais personnellement. Donc on fait du mieux qu'on peut et on met le moins de produits possible. Enfin, on met que de l'engrais aujourd'hui, puis nos moutons en mettent aussi un petit peu. Donc voilà. Ouais, en plus ils ont quand même des super bouilles, hein, vos moutons, ils sont vraiment super mignons. C'est masque noir et pelage. Pelage bien fourni là, hein, pour l'hiver. Il se prépare pour l'hiver. Vous voyez, là c'est la cheftaine, vous pouvez même la caresser, je pense. C'est vrai ? Peut-être pas trop. Tiens, viens voir. Avec un peu de... Ouais. Ça va tout de suite mieux. Ça marche. Et vous en avez combien au final ? Là on en a 25 ici, et puis en tout on en a 33, je crois.
Le but, ça va vraiment être ici peut-être d'augmenter un petit peu la production, mais de garder vraiment le côté petite exploitation proche de ses clients. Complètement, complètement. Le but, c'est pas de faire des milliers et des milliers et des dizaines de milliers de sapins. Le but, premier but, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est déjà de prendre du plaisir. Ouais. Aujourd'hui, ça se passe bien. Ouais. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On prend du plaisir avec nos sapins et nos moutons. Donc voilà, on développe un peu, mais doucement mais sûrement, quoi. Doucement mais sûrement. Ça marche. Et vous allez voir qu'on fait plein d'autres choses parce que regardez, là, ce sont les petits sapins qui sont en train de pousser avec nos moutons qui désherbent, mais tout autour il y a de très très grands sapins et ils ont une utilité eux aussi, puisque finalement on fait aussi des guirlandes et des couronnes. J'ai rendez-vous dans un instant avec Véronique, la femme de Sébastien, et c'est elle qui gère justement la fabrication de belles couronnes en sapin. À tout de suite. C'est la petite touche évidemment qui plaît à tout le monde, la couronne que l'on met sur la porte d'entrée. Alors depuis tout à l'heure, vous l'avez vu, on valorise les savoir-faire locaux, les traditions. Ça a été le cas aussi avec vous, Mathieu, il y a quelques instants. Eh bien, écoutez avec attention le reportage qu'on va regarder ensemble à Lestiou dans le Loir-et-Cher. Un jeune agriculteur bio est déjà depuis quelques années dans les circuits ultra courts, et vous faites ça aussi, on l'a bien compris. Son blé, sa farine, son pain et ses produits sont vendus dans un rayon de quelques centaines de mètres. Après 2 semaines de vacances, l'heure de la réouverture pour la boulangerie de Lestiou. Ouais, c'est bien comme ça. Une boulangerie singulière, à plus d'un titre. Lestiou compte à peine 250 habitants, et ici le boulanger est également paysan. Le blé, la farine, le pain, la vente, tout est fait sur place dans le plus pur respect du produit. Celui-ci, c'est un pétrin à 2 bras qui respecte plus la pâte en fait. C'est marrant, et il limite le mouvement de l'homme ancestral avec ses 2 bras qui s'agitent. Bientôt 10 ans que le jeune agriculteur produit son pain bio. Les choses se sont faites progressivement. Reprise et conversion en bio de la ferme familiale. Ouverture de la boulangerie avec son imposant four chauffé au bois. Installation tout à côté d'une meunerie pour transformer en farine un blé produit à moins de 300 mètres de là. C'est le blé que j'ai fait pousser, moi. C'est le blé qui vient de ma ferme. J'ai mélangé 8 variétés à peu près, 8-10 variétés. Et elles ont été mélangées même dans le champ, donc tout a poussé ensemble. Reprise ce matin-là également pour la salariée à mi-temps de la boulangerie. C'est une petite fournée, hein. On a 36 kilos, mais 11 de moins en commande, quoi. 2 ans passés que la jeune femme participe à la confection et à la vente du pain. Impensable pour elle d'exercer ce savoir-faire ailleurs qu'au fournil d'Amédée. Alors le plus, c'est qu'il est en plus paysan, donc il fait son blé jusqu'à la farine, jusqu'au pain. Donc ça, c'est un plus. Mais voilà, le truc important, c'était voilà, que ce soit en bio et respectueux de l'environnement, quoi. Le temps pour le pain de lever et le moment aussi pour le boulanger de redevenir paysan. Quelques heures pour se consacrer aux impératifs de la ferme et faire le tour de ses champs de blé après moisson. J'ai certes moins de rendement, mais comme pour la vigne où lorsqu'on diminue le nombre de grappes, on a un vin qui a plus de goût, mon blé a évidemment plus d'arômes. Et c'est intéressant de le transformer en pain parce qu'on trouve tout de suite que mon pain a du goût. Et il n'aurait pas ce goût si c'était avec une farine qui avait été obtenue avec du blé conventionnel qui aurait été produit en tellement grande quantité qu'on dilue un peu les arômes aussi. Il ne faut pas se voiler la face, quoi. Changement de tablier et retour au fournil. Le four est à température et le pain prêt à y séjourner. Une petite heure plus tard, la fournée est à point. Les pains nature ou aux graines s'alignent sur l'étal. Comme chaque jeudi et vendredi, 48 semaines par an, la vente sur place peut commencer pour les inconditionnels du lieu. Le pain du petit déjeuner est délicieux, voilà. Et puis le pain aux graines, on aime beaucoup la qualité du pain. Diététiquement, c'est une pureté. Puis c'est fait avec amour, c'est fait avec passion. On sent la spiritualité dans ce pain-là. Les autres pains du paysan boulanger ont été commandés par des associations de vente alimentaire en circuit court. Dans moins d'1 heure, une bonne partie de la fournée du jour sera vendue à quelques kilomètres seulement aux AMAP de Mer et de Beaugency.
Et voilà, tout y est, vous avez vu ce matin dans 9h50 le matin sur France 3, centre Val-de-Loire. Nous avons découvert des chips de Boss, ce boulanger il y a quelques instants. Nous sommes aussi avec un flair bartender depuis le début. Et puis nous a rejoint à présent Philippe, vous êtes producteur de la poire. C'est à boire dans quelques instants, mais la poire qui peut se boire aussi, on verra ça dans une poignée de secondes. Producteur de la poire tapée donc à Rivarennes, entre Chinon et Langeais. On verra cela dans une poignée de secondes, mais avant j'aimerais qu'on s'arrête sur le cocktail que vous avez préparé depuis quelques minutes maintenant. Alors Kevin. j'en ai donc déjà préparé un premier qui est là, Oui. et donc qui est un délice passion, donc qui est un mariage de vanille avec des fruits de la passion. Sur la version sans alcool, un petit peu de citron vert, et sur la version alcoolisée, on a un petit trait de vodka. D'accord, mais là on est sur du sans alcool ce matin. Là, bien sûr, on est sur du sans alcool, il est peut-être encore un peu tôt. Et donc il est servi avec un quartier de citron vert caramélisé. Donc en fait, on boit quelques gorgées du cocktail et on croque le citron vert au caramel. Allez-y, Mini, vous pouvez Et faire donc, la le mariage, démonstration. Il faut je vous croquer prépare le citron deuxième. en même temps. Alors vous buvez Non, vous n'avez pas quelques gorgées écouté. du cocktail et ensuite vous pouvez croquer Après. le citron vert et le mariage. Et là, donc le deuxième que vous êtes en train de préparer. Alors ça, c'est un perfect wedding. Donc le mariage parfait, c'est sur du jus de cranberry, de la purée de framboise. On a aussi un petit trait de vanille et du citron vert. Un C'est beau quelque chose mariage. qui marche très très bien dans les mariages. Oui, ça donne envie de le boire. Effectivement, c'est très frais avec beaucoup de glaçons à l'intérieur. Je vous laisse continuer, Kevin. Dans une poignée de secondes, évidemment, avec vous, Philippe, on va découvrir donc la poire tapée. Mais avant, il est temps de rejoindre Héloïse, puisque vous le savez, nous sommes en direct avec elle depuis ce matin à Aurouet. C'est dans l'Eure-et-Loire où on découvre la production de sapins, puisqu'effectivement, les fêtes de fin d'année approchent. Et vous allez sûrement penser à votre décoration intérieure avec la petite touche qui va bien, cette roue que l'on met, cette couronne sur la porte d'entrée. Hein. Il y a une signification d'ailleurs, je crois, Héloïse. Oula, vous me posez une colle, Jérémy. Il y a une signification aux couronnes, Véronique, qu'on met sur les portes? Non, il n'y en a pas. Non, peut-être On va dire pour porter bonheur, un truc comme ça. Oui, on peut dire que déjà le sapin, c'est le signe de la vie au milieu de l'hiver. C'est vrai. Pour décorer, c'est le seul arbre qui garde toute sa verdure. Et du coup, faire rentrer un sapin chez soi, c'est garder de la vie chez soi, quoi. Ça me va bien. Voilà. Ça me Alors va là, bien comme explication. sûrement la couronne, c'est pour la bienvenue, pour dire qu'ici il y a de la vie ou quelque chose comme ça. Ça me plaît comme explication. Donc ça, atelier couronne, vous voyez, ça bosse aussi autour de nous. Et alors, il faudra qu'on aille vous montrer parce que quand même, là, j'ai l'impression que tout ce que vous faites, donc c'est artisanal. Hein. C'est manuel de chez manuel. On essaye de faire quelque chose d'un peu précis, manuel, et puis on a trouvé ce système qui permet de faire des couronnes, d'en faire pas mal, sans se blesser, sans que ça soit non plus dangereux. Donc avec un principe tout simple, c'est une espèce de grosse agrafeuse qui agrafe des bouquets de sapins qu'on a préparés. Et là, vous travaillez quoi? Le Norman uniquement pour les couronnes? Le Norman uniquement parce que ça permet de l'utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur. Sur une porte, on peut avoir aussi de l'épicéa, mais en fait, comme nous, c'est des couronnes qui sont aussi au milieu des tables ou à l'intérieur d'une maison. Donc, c'est du Norman. Alors, il y a 3 ateliers différents, ça carbure à fond en ce moment. Là, qu'est-ce qu'on fait? On choisit un petit peu déjà les beaux éléments, enfin les bons morceaux, c'est ça? Alors ici, c'est Niki, elle va choisir les branches et les couper à la bonne dimension, soit pour faire des guirlandes. Oui. Donc, on a besoin de morceaux assez grands, soit pour faire des couronnes. Donc, on essaye de perdre le moins de bois possible. Évidemment. Et puis, on essaye que tous les petits bouts choisis aient une jolie finition. Donc, c'est vraiment la terminaison des branches qui est choisie pour les guirlandes comme pour les couronnes. Comme ça donne un beau rendu. Oui, c'est vrai. Et alors là-bas, pardon, mais moi, votre outil me fait tellement rire. Elle est quand même géniale, cette machine. Ça aussi, c'est du fait maison. Complètement. C'est mon mari qui est allé aux États-Unis apprendre à justement fabriquer et faire pousser des sapins à l'américaine, dans le Minnesota. Et il est revenu et il a fabriqué ça dans son atelier. Donc, une roue de vélo, un moteur de machine à laver, un entonnoir, du fil de pêche et puis un compteur Décathlon pour compter
les kilomètres parcourus en guirlande de sapin. Mais c'est génial. Et alors, vous produisez des sapins et vous faites toutes ces productions-là en plus. C'est vraiment chacun son domaine. Votre mari, c'est la culture. Et vous, oui, disons que lui, il va vraiment s'occuper de la conduite de la pousse du sapin. Tandis que moi, je gère plutôt l'atelier ici de fabrication des couronnes. Bon, c'est lui qui sait fabriquer les guirlandes, donc c'est lui qui explique. Qui vous a tout appris au départ. Qui nous a tout appris. Mais après, on se partage le travail. Moi aussi, je m'occupe de la partie clientèle, de la boutique quand elle est ouverte. Et puis voilà. La boutique, elle ouvrira le 1er décembre. C'est important aussi d'avoir cette activité-là complémentaire par rapport à la production de sapins. Oui, parce que ça nous permet de ne pas perdre de sapins, parce que tous les sapins ne sont pas magnifiques quand ils poussent. On a beau les tailler et leur donner des chances d'année en année, mais il y en a, le branchage, on peut rien faire. Donc on les coupe et on récupère le branchage pour faire des couronnes et des guirlandes. Ouais, puis c'est un bon complément. Puis ça permet de décorer aussi la cour. C'est pas mal. Pas être juste dans la culture de la production et la production tout simplement. Merci beaucoup Véronique, c'est déjà fini, mais je vous donne dans quelques instants toutes les infos pour venir les voir ici. Je suis sûre que ça les ferait rigoler de vous faire découvrir leur petite machine avec la roue de vélo. Je vous dis à tout de suite Jérémy. À tout de suite Héloïse. Alors je disais que justement la couronne verte de sapin avait une signification. C'est juste dans quelques régions du monde, notamment dans les pays nordiques ou en Alsace, et elle symbolise, Émilie, tout simplement en fait la vie éternelle, parce que le cercle représente en fait la vie éternelle et représente aussi évidemment le soleil. Voilà pour la signification de cette couronne de Noël que l'on met sur sa porte d'entrée. Mais à présent, on va s'arrêter. Donc, il est temps maintenant de tout savoir sur la poire tapée, qui est donc à Rivaren. Rivaren, qui est une petite ville connue pour son musée de la poire tapée, entre, je le disais tout à l'heure, Langeais et puis Chinon. Pourquoi justement la ville accueille ce petit musée de la poire tapée ? Tout simplement parce que c'est né dans cette région-là. Ça a commencé dans cette région-là par le pruneau de Tours, qui est le plus vieux pruneau de France. Et ensuite, c'est une technique de conservation qui a été ramenée par les croisés et qui a été appliquée aux fruits locaux les plus fragiles. D'abord la poire, ensuite la pomme. Alors vous, personnellement, Philippe, comment vous vous êtes lancé dans cette aventure de la fabrication de la poire tapée ? Oh, c'est toute une histoire. En fait, on est arrivé en Touraine, on ne savait même pas que la poire tapée existait. Et on a racheté une vieille ferme où il y avait un four. Et pour s'intégrer dans le village, on s'est inscrit à une association. Comme le foot ou la pétanque, c'est pas trop mon truc, on s'est inscrit à une association qui faisait des veillées. Donc l'association de la poire tapée. J'ai restauré le four qui était dans la ferme et ça a permis, je l'ai prêté à l'association. Et la règle, c'était que le propriétaire d'un four qui prêtait son four à l'association devait le mener. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire de la poire tapée. Et puis, au fil du temps, on s'est aperçu qu'il y avait un très fort potentiel et une forte demande. Et on a commencé à faire une entreprise il y a une quinzaine d'années. Finalement, vous êtes pris au jeu, vous n'avez pas eu le choix que de produire en fait cette poire tapée. Comment finalement vous vous êtes dit en fait c'est une évidence, il faut que je le fasse, il n'y a personne d'autre qui le fera à ma place. Alors, c'est surtout mon épouse qui voulait travailler et faire quelque chose. Oui. Donc un jour, elle m'a dit, est-ce que si je fais quelque chose autour de la poire tapée, si je fais un petit truc, est-ce qu'on le fait ? J'ai dit, tu travailles pour toi, ok, on y va. C'était il y a combien de temps ça ? Il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, on avait épluché la première année 6 tonnes de poire. Et aujourd'hui, on est à plusieurs dizaines de tonnes. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est la poire tapée. Qu'est-ce qu'elle a de différent avec une poire séchée ordinaire ? Alors, une poire séchée, c'est dur comme du bois, parce qu'il n'y a plus du tout d'eau. Là, il reste un petit peu d'eau, il reste un peu en dessous de 14%, 14-15%, puisque c'est le seuil en dessous duquel les fruits... Ce qui fait pourrir les fruits, c'est l'eau. En dessous de 14-15% pour à peu près tous les fruits, c'est le seuil où il n'y aura plus de... stagne, en fait, on va dire. Il n'y aura plus de moisissure. Il n'y a plus de moisissure. Il n'y a plus assez d'eau libre. Donc, en restant juste à la limite, on garde un moelleux. Alors, on voit quelques images, justement, de la fabrication de ces poires tapées. Vous évoquiez ce four, ce fameux four, évidemment, qui est indispensable dans la fabrication, en fait, de ces poires tapées. Vous les mettez combien de temps, en fait, au four, ces poires ? Alors, les poires vont rester au total entre 120 et 150 heures dans le four. C'est énorme. C'est un four à bois ? C'est un four à bois. Un four comme ça, comme celui-là, par saison de chauffe, il va avaler entre 7 et 10 tonnes de poire et une semi-remorque de bois.
Et ça veut dire que vous, en permanence, vous devez entretenir le feu? Alors non, on fait 3 chauffes. Il y a une première grande chauffe le lundi, puisqu'on épluche tous les lundis. Le lundi matin, il y a la grande chauffe pendant qu'on épluche les poires. Une fois que le four est chaud et les poires épluchées, on va nettoyer le four et on va les enfourner une première fois pour 2 jours. Au bout de 2 jours, on sort tout, on remet le feu dans le four et pendant ce temps-là, on va retourner et retasser sur les claies toutes les poires. Une fois que le four est chaud, les poires retournées, on nettoie et on réenfourne. C'est une sacrée logistique quand même, on l'a compris, ça demande un travail de lendemain, chaque instant. Le lendemain, on recommence la même opération. Le lendemain, là, on va sortir les claies une par une et on va aplatir les poires une par une pour pouvoir finir la déshydratation à cœur. Et ça donne ce résultat-là que l'on voit en photo, ces poires tapées. Alors, ça n'est pas le seul produit que vous proposez en fait au sein de votre fabrique. Il y a d'autres produits. Vous évoquiez tout à l'heure en fait les pruneaux de Tours. Il y a aussi la pomme tapée, avec le même processus de fabrication. Les trois fruits qui étaient les fruits cuits de Touraine, comme les appelait pomme, Rabelais, poire, pruneau. C'est la prune. Les 3 P. Voilà, les 3 P. Hein, la prune, la poire et la pomme. Et la pomme n'a jamais été commercialisée à partir de la Touraine parce qu'ils faisaient d'abord les pruneaux et les poires tapées. Et les pommes, ça se garde plus longtemps au fruitier. Elles avaient commencé à se rider, à être toutes flétries. Donc, ils les faisaient quand même, mais ça restait usage domestique. Et ce travail a été valorisé et a reçu plusieurs distinctions. Hein. Vous et votre épouse, vous avez notamment reçu en 2008 le Mercure d'Or. C'est le plus important trophée en matière de commerce. Ou encore en 2012, vous avez été fait chevalier de l'Ordre du Mérite agricole. Ce sont des belles reconnaissances que vous allez aussi présenter durant ce salon de la gastronomie qui aura lieu à Orléans ce week-end, puisque vous allez être présent également avec Mathieu, qui était tout à l'heure avec nous, producteur de chips de Boss. Merci d'avoir été avec nous dans 9h50 le matin. On invite évidemment toutes celles et ceux qui vont du côté de Langeais et puis Chinon, entre les deux, à s'arrêter à Rivarennes pour découvrir ce petit musée de la poire tapée, puis également sa fabrication et production. C'est ce que l'on voit aussi avec Héloïse depuis tout à l'heure, qui nous invite à explorer le milieu de la sapinière, Héloïse. Sapinière avec donc ces sapins de Noël. Oui, mais je voulais simplement vous rappeler qu'en fait, les ventes de sapins de Noël, elles n'ont pas commencé encore, en tout cas pas ici, puisque vous voyez, on est en train vraiment de terminer la préparation, commencer la coupe, etc., pour que les sapins soient bien frais pour Noël. À partir du 1er décembre, ici, tous les jours, ce sera ouvert, sauf le dimanche matin, parce qu'ils ont le droit de dormir un petit peu quand même de temps en temps. Sébastien et Véronique, il y a une grosse saison à préparer. Regardez, Véronique, elle a commencé à décorer cette jolie couronne. Donc, en plus des superbes sapins que vous avez vus pousser, il y a aussi ces couronnes et ces guirlandes. Pour info, les sapins ici, le Norman, il coûte entre 10 et 40 €. Ça dépend évidemment de la taille. Toutes les infos, c'est sur lacholtière.fr, CHOLTIERE.fr. Voilà, j'espère que vous avez tout noté. Eh oui, tout est noté. Merci beaucoup, Émilie et Héloïse. Nous, on va terminer avec Émilie, avec Philippe et puis Kevin, qui est bartender, je le rappelle, dans 9h50 le matin. Et puis, tout au long de l'année, vous pouvez l'avoir à la maison avec votre barman.com pour découvrir une réalisation. Votrebarman.com, voilà, c'est ça. Moi, je le dis à l'anglaise, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, je suis en train d'ajouter le sirop de vanille et de vous refaire un délice passion.